La persistance de la donnée a toujours été compliquée, notamment lorsqu'il s'agit de tacler des problèmes aussi délicats que la disponibilité ou la mise à l'échelle. Longtemps, on s'est appuyé sur le modèle master-slave pour la haute disponibilité. Mais si ça venait résoudre plus ou moins le problème, ça ne résolvait pas celui de la mise à l'échelle. Puis, il y a eu l'arrivée des bases de données NoSQL. Distribuées, faciles entre guillemets à mettre à l'échelle, on pensait tenir la solution. Mais c'était sans compter sur le fait qu'elles n'étaient souvent que peu appropriées pour du transactionnel. Aujourd'hui, on assiste à l'essor des bases de données SQL de nouvelle génération, comme Google Spanner, CockroachDB ou encore Yugabyte. Et quoi de mieux pour en bavarder que de recevoir Franck Pachot, développeur advocate chez Yugabyte. Salut Franck, bienvenue. Et bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler de Yugabyte. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors Yugabyte, c'est une base de données distribuée, compatible Postgres, open source, et on va même dire cloud native, même si ça fait un peu buzzword, parce que c'est vraiment fait pour tourner sur des environnements cloud et avec la même élasticité et haute disponibilité qu'on trouve sur le cloud. Cloud native, ça veut dire que tu dois le tourner sur du cloud ou quelque chose s'en rapprochant ou on-prem C'est avec pas tes... obligé, ça peut tourner sur n'importe quelle plateforme, ça peut tourner sur des VM, ça peut tourner dans des conteneurs sur, Kubernetes. En fait, cloud native, c'est plus que, c'est une base qui est faite aujourd'hui par rapport à cette architecture. C'est aussi une base qui tient compte de la notion, availability zone, région et cloud provider, là où avant on parlait plutôt simplement de 2 data centers ou de choses comme ça. Donc cloud native, c'est plutôt ça. Après, on utilise ce terme, je veux dire, dès que quelque chose tourne sur Kubernetes, on met cloud native autour, hein. D'accord. Alors, sujet sur lequel je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, mais quand tu dis que ça prend en compte tes availability zones, tes régions et des choses comme ça, c'est par rapport à la topologie de la data? Voilà, c'est par rapport au fait que c'est une base distribuée, donc qui est active sur tous les nœuds, où tous les nœuds sont égaux, contrairement à de la réplication streaming où il y aura une première et des stand-by. Et donc tous les nœuds sont égaux, du coup, ils peuvent être partout, et pour des raisons de haute dispo, on peut les mettre sur des availability zones d'une même région. On peut avoir des nœuds dans différentes régions, on peut même être multi-cloud, avoir un nœud sur AWS, un nœud sur, Azure, un autre, on-prem, donc tout est possible. Après bien sûr, on ne change pas la vitesse de la lumière. Là, il faudra tenir compte du data model et de la latence, si on couvre des régions aussi larges, mais voilà, l'architecture permet de faire ça, en fait. Alors, première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi Postgres comme engine plutôt qu'un autre? Alors là, c'était une décision que je trouve plutôt intéressante. L'idée, c'était, alors moi, je travaille dans les bases de données depuis très, très longtemps. J'ai travaillé pendant longtemps sur Oracle, où l'avantage, c'est qu'on peut travailler des années, des années, des années sur la même techno. Mais ces derniers temps, des bases de données, il y en a une nouvelle tous les jours. Et donc il y a des bonnes idées dedans, mais ce qu'il y a, c'est que c'est trop compliqué. Donc la première chose, c'était de se dire: «On vient avec une autre base de données, mais on va pas avoir un nouveau SQL un peu différent comme on trouve ailleurs», et donc l'idée, c'était la compatibilité, en fait. Et la compatibilité avec quelque chose d'open source et la compatibilité avec quelque chose d'assez puissant et de très compatible SQL. Je veux dire, ça aurait pu être MySQL, mais MySQL est assez loin du standard. Et donc du coup, être compatible Postgres, ça tombait quand même sous le sens, et c'est même plus que compatible, c'est-à-dire que toute la partie haute de la base de données, c'est Postgres, en fait. C'est-à-dire que le storage distribué a été plugué sur Postgres. Donc c'est compatible dans le protocole, c'est compatible dans la syntaxe, dans beaucoup de comportements, au niveau requête, procédure. C'est aussi compatible dans le modèle open source parce que c'est le même type de licence. Et le gros avantage, c'est que, bon, déjà, les développeurs n'ont pas à apprendre un nouveau SQL puisque même s'il y a un standard SQL, en fait, tous les SQL sont différents. Mais aussi, il y a tout un écosystème d'outils, de frameworks,
d'applications qui existent pour Postgres et l'avantage, c'est qu'on bénéficie de tout ça, en fait. C'est-à-dire que toutes les extensions Postgres autre chose aussi par rapport à Postgres, c'est l'extensibilité. C'est-à-dire qu'un gros avantage de Postgres, c'est que déjà, il y a beaucoup de features, mais on peut en rajouter parce que tout a été construit. Je veux dire, des types d'index, je ne sais même plus combien il y a de types d'index sur Postgres parce qu'il y en a qui sont moins utilisés, mais il y a énormément de choses. Il y a des extensions qui permettent de tout faire. Et donc, ça permet de faire une nouvelle base de données, mais qui est compatible avec plein, plein, plein de choses. Rien que les outils, des outils qui vont générer un modèle de données à partir de Java sur des annotations JPA, par exemple. Ben, on n'a plus qu'à les plugger, c'est le même protocole, c'est la même chose. Et donc ça, c'est un gros avantage, en fait, récupérer l'écosystème. Je vais prendre un exemple, par exemple, il y a quoi? Il y a 3 jours, je voyais, il y a quelqu'un qui a fait en open source un proxy qui convertit l'API MongoDB vers Postgres. C'est intéressant si on a une appli Mongo qu'on veut la mettre sur Postgres. Ben, je l'ai regardé, je me suis dit, je vais la tester sur Yugabyte. J'ai rien eu à changer en fait. Parce que ça génère du SQL Postgres, parce que ça utilise le driver Postgres. Et après, on jette juste un coup d'œil aux index s'il y a de l'optimisation à faire. Mais notre CTO dit ça en disant Postgres, c'est un cadeau qu'il donne tous les jours en fait. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, on retire le bénéfice de cet écosystème qu'il y a autour. T'excuseras ma naïveté, mais tel que tu me l'as présenté, et moi je voyais l'inverse, c'est-à-dire que tu as dit que Postgre était en haut et que c'était le stockage qui était distribué. Moi j'avais plus imaginé des Postgre un peu partout avec une couche d'abstraction Ouais. au-dessus de tout ça. Alors justement, c'est la grosse différence avec, par exemple, des choses comme CitusDB en fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a commencé à faire du sharding, c'est-à-dire à se dire, ben, on veut partitionner notre base sur plusieurs serveurs pour que tous les serveurs travaillent en même temps, on a commencé par faire ça au niveau applicatif et se dire, bah, du genre, je gère des clients dans le monde, je vais mettre une base pour les clients français, une base pour les clients allemands, etc. Mais ça demandait du code au niveau applicatif pour faire ça. Et puis ensuite, il y a eu des middleware qui ont fait ça. Par exemple, CitusDB, qui est une extension Postgres et qui est assez répandue aussi, elle fait ça en fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs bases Postgres et on a un master au-dessus de ça qui va nous rediriger. Par contre, l'inconvénient, c'est que chaque base est indépendante. Donc ça marche si par exemple on a plusieurs régions parce qu'on va rarement interroger les données de clients de 2 pays différents. Ça va être même géré peut-être par des entités différentes dans l'entreprise ou dans le groupe, mais ça reste séparé. Mais par contre, dans d'autres cas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un index global qui va indexer des données qui sont dans plusieurs shards. Et donc ça, c'est du sharding, mais c'est pas de la base de données distribuée en fait. La base de données distribuée, ce sharding, il doit être fait à un niveau plus bas en fait. C'est-à-dire, je dirais en dessous du SQL. Le sharding dont on a parlé, il est au-dessus. On a des bases SQL et puis au-dessus, on va séparer. Mais du coup, on ne fait pas une requête entre les deux. Ou alors, c'est une construction qui n'est pas optimale. Ici, en fait, l'idée, c'est qu'on a un moteur distribué qui est en dessous de la couche SQL. Donc, le moteur distribué, qu'on appelle DocDB, qui est en fait partie. Bon, les fondateurs de Yugabyte, ils viennent de Facebook. En fait, ils avaient bossé sur Cassandra, ils avaient bossé sur HBase, et donc ils ont réutilisé RocksDB, qui est une base clé-valeur. Donc, on n'est pas dans du SQL, on est dans du clé-valeur. Ils ont rajouté toute une partie transactionnelle pour vraiment gérer des transactions. Mais au niveau clé-valeur, là, on fait du sharding, du partitionnement horizontal. Et au-dessus de ça, on met Postgres. Et donc, c'est un fork de Postgres sur lequel on va merger aussi les mises à jour au fur et à mesure. Et simplement, là où Postgres va écrire des lignes ou des tuples dans des tables ou des entrées d'index, on se plug à ce niveau-là, en fait, et au lieu d'écrire dans les fichiers locaux, ça communique avec cette base distribuée clé-valeur. Et donc, une ligne de table ou une entrée d'index, ça va être un document clé-valeur dans la base distribuée. Et le gros avantage, c'est qu'on a vraiment du sharding à un niveau plus bas, donc il peut être beaucoup plus automatisé, et toutes les possibilités SQL au-dessus. On peut vraiment faire une requête
qui va interroger un index qui va lire dans plusieurs shards et puis aller voir les données de la table qui sont à nouveau ailleurs et avoir une transaction qui va mettre à jour ailleurs, et cetera. Alors là encore, suivant où on est, il peut y avoir de la latence. Si on est dans une même région, bah, ça va aller. Si on est entre régions, on va quand même éviter de faire ça sur des use cases critiques, où on va voir le modèle de données pour faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment l'inverse, en fait. C'est que le sharding, il est fait en bas. Il y a la couche SQL dessus. Et après, on peut encore faire du partitioning, puisque sur Postgres, on peut partitionner. Mais là, c'est du partitioning qui est au-dessus, où il n'y a pas d'index globaux. C'est-à-dire chaque partition a son index. Si je comprends bien, ton instance de Postgres est quasiment stateless. Exactement, exactement. Sur chaque nœud, il y a des serveurs de ce storage distribué et sur chaque nœud, il y a un Postgres qui tourne et qui est complètement stateless. Et donc, on peut se connecter à n'importe quel nœud. Notre SQL va être interprété là-dessus, va être parsé là-dessus, le query planner va travailler là-dessus et simplement, quand il va aller chercher des lignes, il va aller chercher soit sur le nœud où il est ou soit sur les autres. Quand on va requêter une base de données dans un code, alors j'ai pas l'habitude de travailler avec Postgres, mais est-ce que justement on lui donne différents endpoints qu'il peut aller interroger au cas où un ne répond pas? Alors exactement, on peut se connecter n'importe où. S'il y en a un qui tombe, notre session va être perdue puisque la session est là et on se reconnecte sur un autre puisqu'il vient de tomber. Alors soit on passe par un load balancer. Si on est sur Kubernetes, par exemple, on peut passer par un service qui load balance ou même ou juste qui fait des entrées DNS en round robin. Ce qu'on est en train de faire, on l'a mis en version bêta le mois dernier, donc c'est tout nouveau. C'est parce que notre expérience, c'est pas que sur Yugabyte, j'avais aussi vu ça sur Oracle, c'est que même quand on a un middleware qui fait ce load balancer, bah, c'est déjà trop à configurer pour les applis. Il y a toujours plein de composants à configurer, donc ça en fait un de plus. Et les gens ne le font pas. Et donc, ce qu'on a fait pour ce cas-là, c'est qu'on a fait aussi un fork du driver JDBC Postgres pour faire un smart driver qui n'a besoin que d'un seul endpoint, mais quand il est connecté à ce endpoint, il va demander la topologie du cluster. Du coup, il a la topologie, il la rafraîchit de temps en temps, et s'il perd la connexion, il se reconnecte ailleurs. Et donc, l'avantage, c'est qu'on lui donne une seule adresse, simplement une parmi le cluster. Et le gros avantage, c'est que ces clusters, ils sont faits pour être dynamiques, en fait, parce qu'on est aussi là pour être élastique, pour ajouter des nœuds. Donc, avoir une liste de 3 nœuds dans un cluster, ça peut se faire au niveau de l'appli, mais pas si on en rajoute d'un jour à l'autre. Ouais. Donc, du coup, avec ça permet cette transparence. Et c'est que le début, on n'a pas encore rajouté. On va aussi voir comment est-ce que c'est utilisé. Mais l'idée, c'est aussi de faire du load balancing. Je veux dire, à partir du moment où on se connecte à un nœud, le nœud connaît la topologie aussi des autres nœuds. Et donc, on peut aussi regarder simplement des métriques pour faire du load balancing un peu plus intelligent que d'aller en random. S'il y a un nœud qui est vraiment sous l'eau, c'est pas la peine de balancer des gens dessus, quoi. Donc, un nœud, c'est le stockage, la couche SQL et la couche Postgre par au-dessus. Ouais. Donc, tu peux ajouter autant de nœuds que tu veux, finalement, à ton cluster. Ça fait quoi aussi? Comment est stocker la donnée quand je stocke de la donnée? C'est répliqué, c'est dupliqué? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, Ouais. mettons que j'ai un cluster avec, allez, j'ai 3 nœuds dans 3 différentes zones de disponibilité et je veux rajouter 2 nœuds, enfin un nœud par zone de disponibilité en plus. Comment ça va se passer? Alors, toute cette partie-là du stockage distribué, il est basé sur les white papers de Google Spanner. Donc l'idée, c'est que les tables ou les index sont splittés, c'est du sharding mais à bas niveau, en ce qu'on appelle des tablettes. Mettons, on a une table, elle est splittée en 8 tablettes et donc ce split, il est sur la clé primaire. Donc soit après on définit, c'est-à-dire qu'on a un peu étendu la syntaxe Postgres ou quand on définit la clé primaire, on peut préciser si c'est sur du hashing ou sur, du range, suivant ce qu'on va faire. Si on a que des requêtes avec, colonne égale quelque chose, on va faire plutôt du hashing. Par contre, si on a des between, des supérieurs à, on va faire du range et donc ces splits, ces tablettes,
vont être les éléments qui vont être distribués et répliqués. Donc, ma table qui a 8 tablettes, les 8 tablettes vont se répartir sur les différents nœuds. Et si j'ai choisi réplication de facteur 1, c'est-à-dire pas de réplication, bah, il y a juste ça. Par contre, en prod, on fait ça aussi pour de la haute dispo, donc on veut pouvoir continuer si un nœud est down. Donc on va faire un replication factor 3. Donc la tablette aura 2 copies. Il y en aura toujours une qui est leader. C'est sur celle-là que j'écris et que je lis. Et il y a des followers qui sont synchronisés. Et synchronisés avec un processus de quorum, en fait, un algorithme de consensus qui est Raft et qui permet de faire un consensus. Donc j'écris toujours sur le leader et mon écriture est validée quand il y a le quorum. Donc je sais que si je suis en réplication de facteur 3, j'ai été au moins répliqué sur 2. Donc si un nœud est tombé, je peux continuer à travailler. L'autre chose aussi, et ça aussi ça fait partie de Raft, si un nœud est tombé, les leaders qui étaient dessus ne sont plus dispo et donc il y a des followers qui étaient ailleurs qui vont faire une élection d'un nouveau leader. Et ça se fait en quelques secondes. Donc en fait, si un nœud tombe, tous ceux où il y a encore le leader continuent à travailler comme normal. Ceux pour lesquels le leader est tombé, en quelques secondes, ben, ils ont leur leader qui est ailleurs. Donc en fait, ça se répartit comme ça, sachant qu'il y a un leader, mais c'est par tablette. Donc on fait quand même du load balancing parce qu'il y a plusieurs tablettes. Et oui, donc ces tablettes, c'est des éléments de table ou d'index. Et j'en ai 8 sur 3 nœuds. Si je rajoute un nœud, automatiquement, il va y avoir du rebalancing, c'est-à-dire qu'il y a des tablettes qui vont se déplacer. En fait, un nouveau follower qui va être créé et puis l'autre qui va être enlevé parce que ça ne sert à rien d'en avoir plus de 3 si on a réplication facteur 3. Et inversement, si un nœud tombe, alors il y a des timeouts qui se mesurent. On ne va pas forcément faire du load balancing si on n'atteint plus un nœud pendant une seconde. Mais par exemple, par défaut, si un nœud, on ne l'atteint plus, ben, les leaders vont être élus ailleurs, ça c'est immédiat. Et au bout de 60 secondes, on va considérer qu'il est mort. Et donc là, on va vraiment redistribuer tout le reste en considérant ce nœud comme mort. S'il revient après, il pourra revenir, mais il faudra qu'il se resynchronise avec le tout. Alors que s'il revient avant d'être déclaré mort, ben, il aura juste à resynchroniser le log de ce qui s'est passé avant. Le facteur qui définit justement le nombre de réplicas que tu vas avoir, il est défini au niveau de la base de données ou c'est dans le client qu'on peut le configurer, un peu comme ce qui est fait avec Mongo? Ouais, non, ça c'est au niveau vraiment de la base de données du cluster, où on le définit. En général, bon, de toute façon, en général, c'est 1 si on fait du dev, parce qu'on n'a pas besoin de répliquer plus que ça. Et en prod, ça va être 3. On a quelques clients qui font un replication factor 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir 2 nœuds down. Ça peut être le cas, par exemple, un des avantages, c'est pas qu'en cas de panne aussi, c'est qu'à partir du moment où on peut descendre un nœud sans déranger personne, on fait du rolling upgrade. Sur une nouvelle version, on n'arrête rien, on redémarre des nœuds et avec d'autres. Alors, si on est en application de facteur 3, on va plutôt conseiller de rajouter un nœud avec une autre version et d'enlever quand il est là. Parce que le problème, c'est que quand il y a un nœud down, ça continue à bosser, mais si un autre tombe, tout s'arrête. Parce qu'on ne peut plus garantir le quorum. Donc, si on fait du rolling upgrade, on ne veut pas non plus prendre le risque qu'il y ait un truc en panne, donc on fait un serveur en plus. Mais il y en a qui vont préférer faire un replication factor 5 et ça sera toujours des nombres impairs pour le quorum. Et donc là, il y a 2 nœuds qui peuvent être down, c'est vraiment une sécurité. On peut aller jusqu'à replication factor 9. Je crois qu'on n'a personne qui est sur ça, mais ça pourrait exister. Est-ce que ça rajoute de la latence à Alors, l'écriture? ça rajoute de la latence dans le sens où quand j'écris, je dois avoir le quorum. Donc si le quorum ne vient que de la même zone, de la même availability zone, ça ne va pas rajouter beaucoup de latence. Par contre, on a des gens qui ont des clusters dans plusieurs régions et donc là, ça peut en rajouter. Et dans ce cas-là, on amène un peu plus de configuration où on peut faire des zones de préférence. C'est-à-dire qu'on peut se dire, les tablettes, par défaut, elles vont se répartir sur tout le cluster, mais il y a une notion de topologie, c'est-à-dire que chaque nœud, il appartient à une zone
une région et même un cloud provider. Et on peut aussi définir dans la topologie, en fait, que cette table ou que cette partition de table ne soit que dans une certaine région. Donc c'est là où on va commencer à dire, on veut faire du géopartitioning, par exemple pour des raisons légales. Mes clients européens vont être à Paris, mes clients asiatiques vont être au Japon. Et donc on peut vraiment taguer tout ça. Et en utilisant le partitioning Postgres, on peut faire des partitions qui dépendent d'un country code ou d'un truc comme ça. Et donc vraiment taguer ça. Et dans ce cas-là, on peut vraiment définir où sont les tablettes et éviter cette latence. Alors, deux choses me viennent à l'esprit. Déjà, par rapport à la topologie, quelles sont les best practices à ce niveau-là? J'avais dans l'idée que, on va dire que tu as plusieurs instances qui sont dans différentes régions, mais certaines sont dans les mêmes zones de disponibilité. Est-ce que l'algorithme fait en sorte que la première écriture, par exemple, je veux un facteur de 3, la première écriture soit faite rapidement, donc le plus près possible, pour avoir une réplication instantanée, et par contre, la deuxième écriture, donc le troisième réplica, soit plus éloigné pour, par contre, plus de disponibilité. Alors là, aujourd'hui, c'est envoyé en parallèle. C'est juste que celui qui est plus près va répondre plus vite. D'accord. Mais s'il est down, bah, c'est l'autre qui répondra, en fait. Ouais. Donc pour le moment, c'est plutôt ça. Au niveau du smart driver JDBC, c'est aussi quelque chose qu'on a, la topologie, parce que si on décide de se mettre dans plusieurs régions, on veut aussi que le client se connecte à sa région la plus près, en fait. L'idée, c'est que voilà, mes clients européens se connectent à mon data center, à mes data centers européens, enfin, sauf s'il est plus là. Et s'il est plus là, ben, ils auront peut-être de la latence. Donc il y a vraiment ces configs qui viennent du tagging zone, région et cloud provider. On a aussi un client qui a des nœuds sur Azure et Google Cloud. Ok, c'est intéressant. Après, oui, excuse-moi, je te coupe. Il y a la latence, il y a aussi le coût à prendre en compte. Mhm. Parce que le trafic réseau entre zones de disponibilité, entre régions, entre clouds, il faut aussi la prendre en compte, en fait. Donc, un truc un peu spécifique pour juste bien voir si j'ai compris cette histoire-là, par rapport à la zone géographique. Mettons que je suis un site de vente et donc j'ai mes articles pour les clients français qui sont dans une zone géographique, pour mes clients allemands qui sont dans une autre zone géographique et mes clients québécois, on va dire, qui sont dans une troisième zone géographique. Ça veut dire que mes données vont être taguées pour être le plus près de moi possible. C'est-à-dire je suis en France et donc potentiellement je dois consulter les données françaises. Ces données, elles vont être taguées pour aller dans la région où j'ai le moins de latence. Oui. Comment ça s'organise cette histoire de tag? C'est quelque chose que moi en tant qu'utilisateur je dois faire ou alors c'est dans le client, il y a quelque chose à faire au niveau du code ou comment ça se Alors passe? déjà, ça va être au niveau du data model parce que c'est des questions de latence, mais c'est aussi des questions légales. Mmh. Peut-être que pour des raisons légales, on doit prouver que les données des clients européens restent en Europe ou des choses comme ça. Et donc, en fait, pour ça, on utilise les fonctionnalités de Postgres. Ça fait partie des cadeaux qui viennent avec Postgres. Postgres a du partitioning. Et donc, c'est typiquement ça. J'ai une table, il y a le code pays dedans, la table des clients, par exemple. Et je peux partitionner sur le code pays par liste, par range. Bon, là, pour le cas des pays, ça serait par liste. Et donc, j'ai plusieurs partitions qui sont comme des tables. Et ensuite, ben, on utilise les table space. L'idée de table space sur Postgres, c'est de dire où est-ce qu'on va stocker ça. Donc simplement, on ne va pas mapper des table space sur des fichiers, on va mapper des table space sur la topologie du cluster. Et donc on va dire, ben voilà, telle table space, elle est mappée sur telle région ou sur telle availability zone. Ça a peut-être moins de sens, mais voilà. Donc en fait, on utilise le partitionnement Postgres, puis les table space qui mappent sur la topologie du cluster. Donc en dessous, chaque partition va être stockée dans des tablettes et du coup, ces tablettes vont être taguées pour se répartir, se load balancer uniquement sur ce qui est permis.
Et alors il y a aussi dans ces trucs-là, il y a toujours des notions, c'est soit une préférence, soit une contrainte. C'est-à-dire que si c'est la latence, c'est peut-être une préférence. C'est-à-dire que si une région est down, bah, tant pis, ça sera un peu plus long, on se connecte ailleurs. Si c'est des questions légales, ben, on va pas déplacer les données et si la région est down, ben, on attend. Quels sont les prérequis pour pouvoir faire le tagging? Parce que tu l'as expliqué, c'est cloud natif, ça veut dire que ça va tirer avantage du cloud. Je suis sur un cloud provider comme Amazon et automatiquement mes nœuds viennent avec des tags qui concernent ma zone de disponibilité, ma région, etc. Maintenant, si je suis on-prem et que j'ai 3 data centers, par défaut, j'ai pas forcément cette histoire de zone de disponibilité. Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je dois faire quelque chose pour taguer mes hosts ou je peux pas bénéficier de ça si je suis on-prem? Non, en fait, c'est au démarrage des nœuds. Quand on ajoute un nœud au cluster, on lui met ces options de placement. Donc il y a le placement zone, le placement cloud. On peut c'est que des noms, hein, on peut les utiliser aussi par rapport à nous. Si j'ai 2 data centers, dans le même coin, pour avoir une faible latence, je vais taguer ça en utilisant la zone parce que c'est la même idée. Mhm. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est les nœuds. Les nœuds, appartiennent à une zone, région, cloud, et même si c'est on-prem, ben, on met le nom qu'on veut, hein, derrière, hein, et et ensuite, c'est par rapport à cette topologie que ça fonctionne. D'accord. Donc ça, c'est à l'instanciation du nœud qu'on va choisir en fait Ouais. les tags qu'on veut lui attribuer. Il les prend dynamiquement quand il est chez un cloud provider ou c'est Non, quelque chose? non, non, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, ces choses-là sont très souvent automatisées. Mhm. C'est-à-dire, bah, si on est sur Kubernetes, ça va être des choses qui vont être, automatisées par des opérateurs. Si on est alors, la base de données Yugabyte est entièrement open source, avec toutes les fonctionnalités, même backup, même entreprise et tout. Par contre, forcément, la société Yugabyte, vend quand même quelque chose. Il y a du support et il y a aussi un software d'administration. C'est-à-dire que si on a que quelques bases ou si on en a beaucoup et qu'on veut faire l'automatisation, bah, c'est gratuit. Par contre, si on veut pas s'embêter et qu'on a 100 bases, on a une plateforme software. Alors, on a une plateforme dans le cloud, bien sûr, tout le monde a ça, et on a une plateforme software qui, elle, va faire ça automatiquement. C'est-à-dire qu'on a juste à dire: «Je veux être sur AWS, je veux tel type d'instance», et ça va les provisionner derrière en mettant tous les bons tags. Donc si on en a beaucoup à faire, soit on fait l'automatisation ou soit on l'achète via ça ou via le cloud. Notre autre cloud, c'est pareil, ça tourne sur un cloud, mais ça va provisionner sur, AWS ou Google et toutes les régions sont dispo, quoi. D'accord. Quand on est dans l'approche SaaS, on choisit le cloud provider ou pas du tout? On veut juste, on va juste donner la topologie qu'on souhaite et puis ce sera adapté. On va toujours choisir le cloud provider parce que l'idée, c'est aussi, de savoir où est-ce qu'on a les applis, parce que ça va provisionner la base. Logiquement, on va vouloir la mettre, proche des applis et donc même sur le cloud, on va devoir dire sur lequel, on veut le provisionner et la région, en fait, Mhm. et zones de dispo, enfin toutes ces choses-là. Aussi les ouvertures des security lists et des choses comme ça. Donc voilà, il y a une interface qui permet de faire ça automatiquement derrière. Dans le modèle de mise à l'échelle, il est simple, c'est bien. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement un peu de perte parce qu'on fait tourner tout. Quand on scale, on a besoin pour chaque nœud du stockage, ça c'est sûr. Est-ce que la couche SQL et la couche Postgres sont essentielles à chacun des nœuds? Si je commence à avoir un très gros cluster, par exemple de 100 machines, est-ce que j'ai besoin de faire tourner sur chacune d'elles et Postgres et SQL en plus du stockage? Alors, en théorie, ça pourrait ne pas être le cas. Pour le moment, on a fait le choix de faire ça par simplicité et vraiment pour avoir tous les nœuds sont égaux. Hmm. C'est sûr que si on voit des cas où c'est pas utile, où ça pose un problème, on pourra voir. Après, il y a pas mal de settings de mémoire qui peuvent être réglés aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi, régler ça en fonction du besoin. Mais l'idée, c'est de se dire, partout où on a des données, on peut aussi s'y connecter, en fait. Je vois. Et dans Kubernetes, puisque ça marche aussi dans Kube, est-ce que ce modèle est différent? Parce que là, t'as pas un pod qui viendrait avec son stockage et puis
et puis peut-être les 2 couches, en même temps. Est-ce que c'est séparé ou pas du tout? Et si c'est séparé, est-ce que ça scale différemment? Alors c'est presque pareil. Il y a juste un truc que j'ai pas mentionné, en plus de ces serveurs qui tournent, sur chaque nœud, qu'on appelle les tablettes serveurs, mais qui comprennent aussi la couche Postgres en fait, hein, c'est tout multithreadé. On a aussi un master qui contient les métadonnées du cluster et qui, lui, est répliqué avec le même facteur de réplication, par contre, qui n'a pas besoin d'être au-delà. C'est-à-dire que si on est en réplication de facteur 3, on a besoin de 3 masters, mais si on a 15 nœuds, on n'a pas forcément besoin de partout. Donc, il y a juste ça. Alors, sur Kubernetes, on a bien sûr des stateful sets, parce qu'il y a besoin d'avoir une identité réseau, il y a besoin de les démarrer dans l'ordre. Et donc, on a un stateful set pour ces tablettes serveurs et un stateful set pour les masters. Donc, ils vont démarrer des pods dans lesquels il y a le tablet serveur qui comprend Postgres dedans aussi. Donc, on a vraiment un pod sur lequel les ports ouverts sont les ports d'administration, le port Postgres. Il y a aussi un port Cassandra, parce qu'en fait, l'idée de cette séparation, on parle beaucoup de Postgres, mais il y a aussi une API Cassandra. On a des clients qui l'utilisent avec l'API Cassandra pour faire des choses qui sont plus proches de ce qu'ils font en NoSQL, mais qui a quand même la même consistance de données que le reste. Donc voilà, on a sur Kubernetes, les pods vont avoir tous ces services et on peut se connecter à n'importe lequel. Sur Kubernetes, on va plutôt mettre des, comment ça s'appelle, des headless services, c'est-à-dire que ce ne sera pas un load balancer, il va juste associer un hostname à une IP et filer une IP en random parmi tout ça, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'un proxy, ça rajoute que de la latence. L'important, c'est de se connecter à un nœud. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier sur Kubernetes? Bien sûr, des règles d'anti-affinité, parce que le but, c'est de ne pas avoir non plus, vu qu'on va faire de la réplication sur différents pods, le but, c'est pas qu'ils se retrouvent sur le même nœud. Ah oui, et pour le storage, alors le storage, on peut avoir le choix. Je suis pas hyper fan de ça, mais il y en a qui considèrent que s'ils ont assez de nœuds redondants, il y aura toujours le quorum qui sera up et donc d'avoir un storage éphémère. Après, ça dépend des données qu'on met dessus, hein. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir un storage. Alors, l'avantage, il n'y a pas besoin d'avoir un stockage partagé. Il n'y a pas besoin d'aller sur du NFS qui rajouterait de la latence, puisque toute la distribution et le partage se fait au niveau du moteur de base de données. Donc en fait, les stateful sets vont avoir des persistent volume claim qui vont être, alors sur du cloud, ça va être des blocs volume, du EBS et des choses comme ça. Et qui ont l'avantage d'être persistants. Donc, du coup, même si un worker est down, quand il va redémarrer, ils vont retrouver les données. On pourrait se permettre d'en avoir un qui est down qui ne retrouve pas les données, puisqu'on a le quorum ailleurs. Et ça veut dire qu'il faudra créer un nouveau worker et tout va se resynchroniser. Mais bon, après, ça met un peu de temps à se synchroniser. Si on a les données persistantes, c'est quand même une garantie de pouvoir redémarrer au même niveau de dispo assez vite, quoi. Tout à fait. Maintenant, si je suis consommateur et que j'ai eu l'habitude de développer des applications qui utilisaient du Postgres, c'est quoi la marche à franchir pour arriver à ce modèle-là? Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup des gros clients, par exemple, bon, là, on est en Europe, on a peu de clients encore en Europe, on démarre à peine. Les gros clients, ils sont aux US et c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de données. C'est aussi ceux qui ont investi dans la startup, etc. Et les gros clients sont surtout partis sur le fait de réécrire leurs applis et donc sur du microservice. Donc, ils vont avoir des schémas avec peu de tables, quelques tables très grosses, quelques tables qui tournent autour et puis peu de tables. Et c'est différent des applis qu'on va trouver, des applis legacy qu'on va trouver sur Postgres. On a aussi quelques clients qui ont commencé à porter carrément leur appli. Qu'on dit: «Voilà, on a une appli sur Postgres, on ne veut pas tout réécrire et on va la mettre directement». Là, il faut faire gaffe à quelques trucs déjà. Par exemple, si on a 500 tables, on ne va pas toutes les sharder. Parce que 500 tables avec un paquet de tablettes par table et par index, ça va faire beaucoup. Derrière, même si c'est des bases de données assez light, parce que c'est du RocksDB, ce n'est pas des grosses bases de données SQL, ça va quand même faire beaucoup, demander beaucoup de mémoire, etc. Et puis ça n'a pas forcément de sens, parce qu'en fait, sur un modèle de données qui a 500 tables,
il va y avoir 5, 10 grosses tables, celles qui vivent, qui ont des faits, qui grossissent, et puis tout un tas de référentiels. Donc ici, on a la notion de collocated tables, et on est même en train de l'étendre. C'est nouveau, hein, on est dans une startup et Yugabyte est nouveau, et donc on l'étend en fonction des besoins. Ce qu'on a commencé par faire, c'est faire un groupe pour toutes les tables qu'on ne veut pas sharder. Donc, qui seront toutes ensemble, qui vont avoir leur tablette, mais pour le groupe entier. Et puis, pour ces besoins-là, on va aller plus loin, faire des table groups. C'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait qu'un par base, et maintenant, il pourra y en avoir plusieurs si on veut plusieurs groupes. Alors, par exemple, ça pourrait être une appli qui est vraiment répartie en 2 schémas. Peut-être qu'on veut avoir ça. Donc là, il y a quand même du travail à faire au niveau du modèle de données, déjà, par rapport à ça, en fait. Pas se dire: «Je vais charger mes 2000 tables, en gardant tout par défaut». Et l'autre chose, c'est la clé de sharding. Parce que forcément, il faudra se poser la question: j'ai une clé primaire, est-ce que je veux partitionner par hash ou par range? Et si on prend le modèle comme ça par défaut, on a quelque chose par défaut qui est très bête, qui est de se dire que la première colonne de la clé primaire, ça sera du hash, la deuxième, ça sera du range. Ça peut faire du sens pour la clé primaire. Pour les index, moins. Il y a des index, ça dépend vraiment, hein. Il y a des index, on fera que des égalités dessus. S'il y a une date, on va souvent aller faire des ranges. Donc, si on a partitionné par hash et qu'on a une requête qui va regarder entre 2 dates, elle va devoir aller tout lire. Donc là, forcément, il faudra se poser la question. Soit on prend le modèle de données et on regarde les clés une par une, et si on a un peu de connaissance du métier, c'est quand même assez facile à voir, hein, il n'y a pas besoin d'aller voir toutes les requêtes. Ou soit on le prend direct, et puis ça dépend aussi si on a automatisé des tests, on le prend direct et puis on va vite voir les requêtes qui consomment beaucoup. Donc c'est un choix, mais on ne peut pas dire qu'on peut prendre comme ça une appli Postgres et la mettre. Faut se poser des questions à ce niveau-là. Par contre, le code, les requêtes, les procédures stockées, là, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit, hein. D'accord. C'est donc de la migration de schémas, Ouais. principalement. Il y a des outils pour ça ou pour l'instant, c'est quelque chose à faire à la main? Alors pour le moment, c'est quelque chose à faire à la main, et puis moi, je vois mal des outils pour faire ça, en fait. C'est très spécifique. Après, on est en train de regarder des outils qui aident. C'est aussi un avantage de Postgres, dans les extensions, il y a de tout. Par exemple, il y a une extension qui collecte tous les prédicats, en fait, toutes les where clauses, et qui permet de lister, j'ai oublié le nom, je ne sais plus si c'est pgqualstat ou si c'en est une autre. Mais par exemple, si on peut faire tourner l'appli même sur un jeu de données léger, on fait tourner l'appli parce qu'on a de quoi la tester, on récupère tous les prédicats et ensuite on regarde par table ou par index, et on se dit, voilà, sur cet index, il n'y a que des égalités, sur cet index, il y a des ranges, et donc tout de suite, on peut prendre des décisions. Je ne crois pas trop aux décisions automatiques. Par contre, les outils qui aident à faire des listes, quand on a 500 tables, il y en a 300 où on n'a pas à se poser de questions parce que de toute façon, elles sont petites. Il y en a 100 où il y a des outils qui vont nous permettre de trier vite fait. Et puis voilà. Et puis après, il y en a quelques-unes où on va peut-être corriger le tir après quand on a une nouvelle requête. Mais ça reste quand même beaucoup plus light que de tout réécrire. Mais on peut pas ignorer le fait que c'est une base distribuée derrière. Ouais. Forcément, ça dépend du type de requête qu'on va faire, hein. Oui, un truc que j'ai pas mentionné, Yugabyte, c'est vraiment une base OLTP pour du transactionnel. Mmh. Alors bien sûr, il y a toujours des requêtes analytiques sur de l'OLTP, donc c'est le but, et il y a aussi des choses optimisées pour ça, mais on va pas faire du data warehouse là-dessus, quoi. Ouais. C'est juste pas fait pour ça. Peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas là-dessus que ça va être optimisé, quoi. OK. Donc maintenant qu'on sait un peu la marche à franchir pour, l'utilisateur, quels ont été les challenges auxquels vous avez été confrontés, Yugabyte? Parce que tu l'as mentionné, c'est une start-up, c'est encore, jeune. J'imagine que, voilà, on fait pas une base de données distribuée du jour au lendemain facilement. Je pense qu'il y a des choses un peu délicates. Quels ont été les challenges, à créer ce modèle de base de données? Alors, moi, j'y suis depuis juillet dernier, donc pour moi, c'est assez nouveau. Par contre, je les connais depuis un petit moment parce que c'est quand même quelque chose qui m'a intéressé depuis un moment. Les fondateurs de ça, ils viennent de Facebook. Bon, après, ils sont passés par Netflix, ils sont passés par Oracle, mais ils ont bossé beaucoup sur Cassandra, sur HBase, et donc
En fait, ils se sont retrouvés sur ces bases qui devaient scaler et qui ont été construites pour des use cases spécifiques. Et bah, c'est un peu l'idée aussi des bases NoSQL, c'est de se dire on focus sur un use case parce que celui-là, il doit scaler à mort et peut-être très rapidement. Et donc, ils ont été là-dedans. Et puis après, petit à petit, ben, on se retrouve vite à se dire ben, ça répond qu'à un use case et puis on reconstruit une autre base. Et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles bases tous les jours parce que ces gens-là reconstruisent des nouvelles bases tous les jours. Et il y a un moment, ils vont se dire ben, finalement, le SQL, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas merger ça? Et parallèlement, chez Google, ils ont fait pareil, hein. Chez Google, toutes leurs applis, elles étaient sur du Bigtable et bah, ça fonctionne, ça scale bien. Par contre, au niveau applicatif, c'est facile de démarrer parce qu'on n'a pas trop de questions à se poser sur le schéma. Par contre, après, tout ce que fait pas la base, il faut quand même le faire, hein. Les transactions, d'avoir un peu de consistance. C'est-à-dire, si la base fait pas de jointure, bah, il faut que l'appli aille chercher les données, et cetera. Et c'est pour ça que Google est parti sur Spanner après. C'est qu'ils se sont dit, bah voilà, ça c'est bien pour démarrer du NoSQL, mais en fait, les features SQL, il y a pas de secret pour lequel le SQL et les bases relationnelles sont là depuis des années et des années. Ça aide quand même à avoir du code qui est plus facile à évoluer. Et donc, leur idée, c'était ça. Et donc, quand ils étaient à Facebook, ils avaient déjà l'idée. Et puis après, ils ont réfléchi de voir quand est-ce que le marché et les technos étaient mûrs pour se dire maintenant on peut faire du SQL sur ces bases. Et il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Tout à l'heure, on parlait de Kubernetes et des stateful sets. Ils sont arrivés quand? Ils sont arrivés en 2016-2017, un truc comme ça. Ça coïncide à peu près quand Yoga Byte s'est monté, en fait. Mhm. Parce que, je veux dire, avant les stateful sets, si on me parlait de bases de données sur Kubernetes, je dis non, c'est pas fait pour ça. Au départ, il n'y avait pas de volume persistant, il n'y avait rien. Donc tout est arrivé un petit peu en même temps, en fait. Et avec ce besoin de faire ça. Et quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que Spanner, chez Google, ils ont mis du SQL, mais très limité. Et en fait, ils l'ont surtout fait pour leurs applis internes. Après, ils le vendent à certains clients qui peuvent avoir des besoins, mais c'était surtout pour leurs applis internes. Et, et en fait, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, Google a annoncé qu'ils allaient aller vers de la compatibilité Postgres. Mhm. Alors, je pense pas qu'ils pensent faire la même chose, prendre Postgres et le plugger sur le moteur, parce que c'est des choses qui sont faciles à faire au début, peut-être pas après, mais ils vont aller vers ça. Et du coup, ça confirme, c'est aussi intéressant de voir que ce qu'on voit sur le marché au niveau de certains clients, ben, on voit que les gens comme Google, ils voient aussi qu'en fait, ben, voilà, le premier pas, c'est de dire on fait du SQL. Le deuxième pas, c'est de dire on fait un SQL que plein d'applis connaissent, que plein de firmware connaissent, que plein de développeurs connaissent. Et Ouais. voilà. Il y a eu, donc, on a eu la période où la hype, c'était beaucoup du NoSQL. Là, on a assisté à un grand retour du SQL avec des bases de données distribuées. Et c'est vrai que là-dedans, bon, c'est peut-être plus restreint. Après, je connais pas le landscape en entier, mais je pense à Vitesse, je pense à Cockroach. Il y a d'autres compétiteurs. C'est pas tous Postgres parce qu'il me semble que Vitesse, c'est plus du MySQL. Mmh. Oui, Cockroach, bah, en fait, quand je mentionnais Spanner, je dirais que Spanner était, on met un peu de SQL. Cockroach en a mis un peu plus et a été vers Postgres. Par exemple, ils sont compatibles au niveau du driver. Et puis aussi l'autre avantage, le problème, c'est que Spanner, il tourne que sur, Google Cloud. Mhm. Hem et Cockroach a été un peu plus, vers là, mais par exemple, ils vont pas avoir des procédures stockées, ils vont pas, je veux dire, ils ont peut-être ils sont partis sur plus d'optimisation au niveau storage, parce que très clairement, quand on prend un storage distribué, qu'on plug Postgres dessus, il y a plein de choses qui marchent, elles ne sont pas toutes optimales. Après, il y a dans l'optimiseur Postgres, dans le Query Planner, il faut qu'ils prennent en compte la topologie cluster. Au niveau du storage, il y a aussi des choses où il va falloir faire du offloading, en fait. Par exemple, bon, ça, c'est un truc qu'on a implémenté, mais il y en a encore à implémenter. Si je fais un count étoile sur une table, je ne veux pas aller lire toutes les lignes qui aillent dans la couche Postgres pour aller les compter. Je veux que chaque nœud me renvoie le nombre de lignes, des choses comme ça en fait. Et donc nous, c'est vrai que ces choses-là, on les implémente petit à petit. On a au départ tout qui marche dans la couche Postgres, et après il y a des choses à optimiser. Là où Cockroach a commencé par optimiser les features au niveau du storage, mais forcément il y en a moins aussi. Donc c'est un peu deux approches. L'approche de Yugabyte, c'était vraiment,
il y a un moment, alors comme je disais, moi je suis jeune là-dedans, mais parce que je suis arrivé il y a pas longtemps, mais je discutais déjà avec eux quand ils ont pris ces décisions. Il y a un moment où ils se sont dit: «Mais, de toute façon, si le but c'est de faire du full SQL avec toutes les features SQL qui ont marché pendant des années et des années et des années, autant les prendre et puis après on optimise». Ouais. Et puis peut-être pas tout non plus, parce qu'il y a plein de choses qui servent pas forcément à grand chose. C'est aussi, moi, mon rôle, c'est développeur advocate ici, c'est aussi de faire un peu l'interface, de voir ce dont les utilisateurs ont besoin. Parce que des fois, les utilisateurs, ils vont dire: «Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on peut le faire sur Postgres, on veut le faire». Et après, il faut voir, est-ce qu'ils en ont besoin ou est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Je vais prendre un exemple, par exemple, je suis sûr qu'un jour, on va implémenter des vues matérialisées. Même si on ne fait pas du data warehouse, il y a des cas où ça peut être utile. Par contre, pour le moment, chaque fois qu'il y a eu des besoins utilisateurs de vues matérialisées, on les a résolus par des index. Ça peut paraître bizarre, c'est un peu la même idée en fait. Un index, c'est stocker les manières physiquement différentes pour les accéder avec un autre axe d'analyse. Donc c'est un peu la même idée. Et ce qu'il y a, c'est que sur Postgres, ils avaient partitionné et il n'y a pas d'index globaux. Nous, on se retrouve à pouvoir faire du sharding avec des index globaux. Donc finalement, peut-être que nos index vont répondre à un besoin ou on répondait à ce besoin avec les vues matérialisées. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais mettre de vues matérialisées, mais c'est le cas où, quand on regarde quand le besoin est là, il ne faut pas non plus tout implémenter pour se dire c'est sur Postgres ou c'est sur d'autres et on va les mettre. Il faut aussi voir par rapport aux besoins. C'est aussi l'avantage d'être open source. On a aussi des gens qui contribuent. Il y a aussi des choses où on se dit, bah, nous, on n'en voit pas trop le besoin directement. Et puis, même si une personne toute seule a ce besoin, elle peut aussi contribuer. Et la contribution, c'est pas forcément faire trop de code, hein. On a des gens juste qui ont fait marcher des extensions qu'on n'avait pas mis juste parce qu'on les a pas complètement testées, parce qu'il y avait 2-3 choses à modifier. Comme ça, open source, mais on a des gens qui l'ont fait. Par exemple, le Foreign Data Wrapper, on l'avait dans la roadmap, mais on n'avait pas d'urgence là-dessus. Et on a quelqu'un qui a fait marcher le Foreign Data Wrapper sur Yugabyte. Et ben voilà, du coup, prochaine version, il y est. Et on peut accéder à plein d'autres bases. Ouais. Je suis développeur en 2021. Est-ce que je pars directement sur un modèle de base de données distribuée ou alors c'est encore considéré comme de l'over-engineering? Vaut mieux commencer par un Postgres. Ce serait quoi ta recommandation aujourd'hui si je dois commencer une application from scratch? Alors, moi, je suis vraiment assez opposé à l'over-engineering et il doit y avoir un besoin derrière. C'est-à-dire que clairement, s'il n'y a pas de besoin de scale-out, partir sur une base de données distribuée, n'importe laquelle, ça va obligatoirement amener une frustration parce qu'il y aura forcément plus de latence quelque part. Après, le besoin de scale-out, c'est pas seulement parce qu'on est Facebook et qu'on veut tourner sur 150 nœuds, hein. En termes de haute dispo, c'est peut-être aussi, simplement une bonne raison. Mais non, il faut pas partir dessus juste parce que c'est nouveau, c'est clair. Le gros avantage, du fait que c'est open source et du fait que c'est compatible Postgres, le gros avantage, c'est qu'on peut faire un choix ou l'autre et en changer. Mmh. Pour moi, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on part sur un nouveau projet, on se dit: «Oh, ça serait peut-être bien une base distribuée», ben, allez sur la base distribuée. Puis si à un moment vous dites: «Ça y est, on s'est fait plaisir, mais en fait, on n'en a pas besoin», ben, revenez sur Postgres. Ou inversement, se dire: «On ne sait pas si on en a besoin», allez sur Postgres. La migration sera facile, d'autant plus si c'est une nouvelle appli. Je veux dire, autant une appli legacy avec des gros schémas, des choses comme ça, il faudra y réfléchir. Mais si aujourd'hui on part sur du microservice, où on fait quand même des schémas beaucoup plus simples, dire passer de l'un à l'autre, ça sera quand même assez facile, hein. On est aussi en train d'intégrer des Bézium, par exemple, pour faire du change data capture et donc même s'il y a beaucoup de données, passer de l'un à l'autre quand on fait de la réplication logique, ça permet de le faire sans downtime. Donc l'important, c'est d'avoir le choix. Mais c'est clair que après ça dépend de ce qu'on fait. Là aussi, si c'est pour faire du data warehouse, c'est pas la bonne solution. Mais quand tu dis, l'important c'est d'avoir le choix. Moi, je vois beaucoup d'use cases qui se prêtent quand même à vouloir partir directement sur du distribué parce que généralement, on fait une application en espérant évidemment qu'il y a la taille une certaine, taille critique, mais aussi comme tu l'as dit, c'est, en haute disponibilité tout le temps. Contrairement à, bah, voilà, on a une base de données. De toute façon, de la haute disponibilité, on est obligé de l'assurer d'une manière ou d'une autre. Sauf que
une base distribuée va permettre qu'il n'y ait pas de coupure de service, là où un modèle plus traditionnel de basculement de base de données va pas le permettre. Donc, est-ce qu'il y a pour un développeur qui voudrait prototyper sur Yugabyte aujourd'hui une possibilité de faire tourner un seul nœud pour prototyper, ou alors il doit partir sur déjà un quorum de 3? Non, 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 on peut faire tourner sur un seul nœud, on peut faire un Docker, sur son laptop et c'est vrai que c'est là l'avantage. C'est qu'on peut tourner l'avantage, c'est qu'on tourne sur un seul nœud parce qu'on se dit: «Bah, j'ai pas besoin de plus» et rajouter 2 nœuds, ça sera 2 commandes. Alors que c'est vrai que si on part sur Postgres et qu'on se dit: «Bah, là, maintenant, j'ai besoin de faire soit du sharding, de mettre du Citus ou de mettre plein de stand-by en read only et des choses comme ça», c'est déjà passer un gap en termes de config, d'admin et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage. Par contre, ça dépend aussi des performances qu'on attend. Ça et sur certains types d'accès, on sera plus lent sur Yugabyte, même sur un nœud, que sur Postgres. Pour différentes raisons, parce que même si c'est sur un nœud, ça reste quand même une architecture qui est prévue pour plusieurs nœuds. Par exemple, et puis après, c'est peut-être des choses qui s'optimiseront, mais aujourd'hui, tout ce qui est DDL est plus long, chez nous. Parce que tout le catalogue Postgres, tout à l'heure, je mentionnais, il y a des tablettes serveurs et puis il y a le master qui a les métadonnées du cluster. Le catalogue Postgres, on le met aussi sur le master. Donc ça sera toujours un RPC, un remote call quand même. Alors ça pose pas forcément de problème, mais si on aime, Postgres pour pouvoir recréer dans des environnements de test, recréer 1000 tables rapidement, ça sera plus long sur Yugabyte. Donc ça peut être des cas en fait où on se dit: «Ben voilà, on va être sur Postgres ou on va attendre que ces choses-là soient optimisées». Mais sinon c'est vrai que si c'est se dire, «Je veux avoir la possibilité de scaler rapidement», c'est vrai que c'est l'idéal parce qu'on a déjà quelque chose. L'idéal, c'est de le prévoir et c'est vrai que si on s'est posé les questions dès le départ, au niveau du modèle de données, de se dire: «Bon ça, on fait du hachage, on fait tout ça». Si tout est prêt, c'est facile de scaler, oui. Si aujourd'hui je prototype sur un seul nœud, par contre, au niveau de ce que je peux m'attendre en termes de latence, d'efficacité, donc c'est déjà mesurable, c'est-à-dire que mon prototype à un seul nœud, aura à peu près les mêmes performances qu'un prototype à plus d'un nœud. Oui, après si c'est pour tester les performances, c'est clair que c'est bien à un moment de mettre plusieurs nœuds, mais là on est au point de tester les performances. Ma préférence serait plutôt de regarder les plans d'exécution et sur le plan d'exécution de se dire: «Là, je tape sur tous les nœuds à la fois. Le jour où je vais scaler, j'aurai peut-être un problème». Mais après, je suis un peu idéaliste là-dedans. Je sais que voilà, on côté dev, on a trop de releases à faire, rapidement et pas le temps de regarder les plans d'exécution. Mais c'est quand même bien de pas avoir à se poser la question au moment de scaler, de se dire: «Ah mais là, je me suis planté, ma clé primaire, ça devait pas être ça». Parce Mmh. que là, ça serait quand même dommage. Donc je trouve que c'est bien de partir dans l'idée de se dire: «Un jour, peut-être que ma base, elle va pas être contrainte à un seul nœud». Ouais. Quand on est dans le monde cloud natif, évidemment, on s'attend à plus d'automatisation qu'avant, plus de facilité, moins d'opérations, moins de charges opérationnelles. Est-ce que adopter Yugabyte, ça va me décharger de la partie opérationnelle pour me concentrer sur la partie donc data, purement data et optimisation de la data? Ou est-ce qu'il y a encore quelques, opérations un peu, qui mériteraient d'être automatisées, qui ne le sont pas encore? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont complètement automatisées, par exemple, tout ce qui est réplication, rebalancing quand un nœud est down, ça c'est complètement automatisé. Ce qui est pas mal parce que sur Postgres, quand on part sur des configs avec des stand-by, même s'il y a des solutions comme Patroni qui vont automatiser les choses, c'est vite complexe. Donc là, c'est vraiment dans le moteur distribué, donc je dirais, c'est un petit peu comme on a connu les disques où on répartissait nos fichiers sur les disques et qu'après on a fait du stripping et on se dit: «Bah, c'est la couche base qui se débrouille pour répartir tout ça». On est un petit peu à ce niveau-là d'automatisation sur la distribution des données, donc ça, c'est parfait. Après, il y a d'autres choses aussi qui sont automatisées, bah, par exemple les backups. Forcément, quand on a un système distribué, on ne va pas prendre des backups de chaque nœud et se demander s'ils sont consistants entre eux. Donc ça, c'est aussi automatisé, c'est-à-dire qu'en une commande, on lance des snapshots
sur chaque nœud et ces snapshots vont être backupés. Donc ça, c'est des choses assez automatiques et après, comme je le mentionnais, il y a aussi des opérations qui peuvent s'automatiser ou qui sont automatisées dans la plateforme. Donc soit la plateforme software qu'on vend ou soit via le cloud. Via le cloud, on provisionne une base et puis on ne se pose pas de questions. On dit: «Je veux des backups, toutes les semaines» et pouvoir faire du recovery point in time et puis voilà, ça se débrouille derrière. Comme pour tout ce qui est distribué, est-ce que la complexité à troubleshooter quand on a quelque chose qui se passe pas comme on veut augmente elle aussi? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Moi, je viens de beaucoup d'années travailler sur Oracle, qui a des défauts, surtout si on doit le payer. Moi, je n'ai pas eu à le payer, c'est mes clients qui le payaient, donc du coup, j'aimais bien la techno. Mais par contre, Oracle ayant, je sais pas 30 ou même plus, d'années, est hyper bien instrumenté. Sur Yugabyte, c'est clair que j'ai une frustration parce que je suis sur un logiciel qui est plus nouveau et où il y a beaucoup moins d'instrumentation et on la met petit à petit, hein, mais où c'est vrai les messages d'erreur sont un peu moins parlants et cetera. Donc de ce côté-là, il y a un peu plus de troubleshooting à faire peut-être, Mmh. du fait que c'est nouveau. Ouais. C'est aussi c'est compensé par le fait qu'on est open source et que du coup, la moindre erreur, c'est Git issues, c'est forums, c'est et cetera. C'est aussi compensé par le fait qu'on est plus petit, alors même si on grossit énormément, hein, j'ai 5 nouveaux collègues toutes les semaines, mais on est environ 200 dans la boîte, donc c'est très, très facile de faire le lien entre un problème utilisateur et d'en discuter avec le développeur de la feature et ça, c'est quand même assez sympa et que l'utilisateur soit gratuit ou payant, en fait, hein. C'est aussi le gros avantage, c'est qu'on a tout intérêt à avoir des gens qui l'utilisent gratuitement parce que justement la stabilité du produit va se faire avec le nombre d'utilisateurs. On a quelques gros clients qui vont acheter la plateforme parce qu'ils font des choses à une échelle, très grande, mais c'est important qu'il y ait le plus d'utilisateurs, le plus de Git issues remontés, qui nous aident à stabiliser le produit. Donc voilà, il y a peut-être un peu moins d'instrumentalisation, par contre, il y a un support qui est beaucoup plus direct. D'accord. Au niveau de l'offre SaaS, il y a pas de différence, sauf que donc c'est l'installation qui est gérée, les backups automatisés, mais au niveau de l'instrumentation sur, justement, je sais pas, plus de métriques, avoir, une meilleure connaissance de sa base. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'offre SaaS? Alors, il y a rien en plus, il y a le GUI qui est tout intégré, mais il y a rien en plus. C'est-à-dire que sur l'offre gratuite, on a aussi accès à toutes les métriques qu'on peut envoyer dans Prometric, Grafana et cetera. On peut aussi tout faire, c'est juste il faut les plugger, en fait. Mmh. Mais il y a pas plus de métriques. Ça, c'était vraiment l'idée au moment de l'open sourcer. Quand ils ont démarré Yugabyte, ils sont pas partis tout de suite sur la licence full open source. Parce que c'était l'époque où AWS commençait à prendre l'open source pour en faire leur truc. C'est le moment où Mongo ont changé leur licence, et cetera. Donc ils ont un peu attendu de voir. Et l'idée, c'est quand même qu'aujourd'hui, faire une base de données, quelle que soit la taille et le budget qu'on a, ça prend des années en fait. Donc si on n'est pas open source, si on n'a pas des gens qui contribuent, on ne peut pas aller à la même vitesse. Donc c'était premièrement un besoin. Et la deuxième chose, c'est aussi que, au final, voilà, AWS, ils ont déjà assez de bases, hein. C'est pas exclu, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils se disent: «Alors, en plus de DynamoDB, de Aurora, de DocumentDB, et cetera, on va faire du Yugabyte as a Service». Alors qu'en fait, ils ont aussi tout intérêt. Ils sont partenaires, ils sont pas concurrents. Eux, chez AWS, c'est vrai qu'ils aiment bien leur base de données, mais tout ce qu'ils veulent, c'est vendre du storage, du compute et du network, hein. Donc si c'est fait avec quelque chose d'autre. Et puis au final, les utilisateurs, ils aiment bien aussi que ceux qui managent la base de données soient ceux qui font la base de données, en fait, parce qu'on peut se dire qu'ils connaissent un petit peu mieux. Donc voilà, n'ayant pas ce risque, c'est full open source et ça permet d'avoir aussi ce support qu'on retrouve un petit peu au niveau de Postgres, hein. Il y a pas de support, mais au final, il y a plus de solutions que chez des bases de données commerciales qui ont un Ouais, support. ouais. Alors en 2021, bon, toi tu es développeur advocate, mais je suppose que tu vois aussi, la partie client. Est-ce que tu vois une forte traction vers ce type de DB?
et des besoins forts au niveau de tes clients, d'aller vers quelque chose de distribué aujourd'hui où il faut encore beaucoup les éduquer. C'est pas encore acquis que le monde d'aujourd'hui, voilà, on est parti sur de plus en plus des choses distribuées. Moi, je trouve qu'il y a de l'éducation à faire auprès des DBA. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été DBA, Dev, Ops, entre les 2, à parler avec tout le monde. Mais je connais des DBA, je vais faire la caricature, hein, qui sont dans la cave du data center et qui sortent pas et qui pensent que tous les développeurs essaient de casser leur base. Il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts, en fait, à faire tourner des bases, parce qu'ils vont dire: «Mais pourquoi? Et c'est pas fait pour» et cetera. Par contre, si on parle à des développeurs, par exemple, j'ai présenté la solution il y a pas longtemps à Genève, à un meet-up, DevOps. Bah, là, il y a que des développeurs. Ça fait des années qu'ils sont convaincus que leurs applis, elles sont mieux sur Kubernetes et juste, il y avait qu'un truc qui les embêtait au milieu, c'était la base de données. Donc eux, ils sont pas là en train de dire: «Oh non, on n'est pas prêt», c'est: «Enfin, on peut faire tourner une base de données». Et pour de vrai sur Kubernetes, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà mettre un Postgres avec une standby et tout, mais là, tous les pods sont égaux, on se connecte partout. Donc eux vont dire: «Enfin», en fait. Ouais. Et donc ça dépend un peu. Après, ben, en Europe, tout vient un petit peu après. C'est-à-dire que là où aux US, ça paraît normal, en Europe, il faut un peu de temps. Il y a des gens qui regardent parce que, ben, moi, j'en ai vu. J'avais bossé, il y a quoi? Il y a 3 ans, j'avais bossé 1 an au CERN, où ils sont beaucoup Oracle, parce qu'ils sont clients Oracle depuis très, très longtemps. Mais ils regardent aussi les solutions open source et je me souviens de discussions où on leur disait: «Est-ce que vous voulez pas passer sur Postgres, en fait? Parce qu'on peut aussi faire des choses sur Postgres». Et la réponse c'était: «On veut bien, mais est-ce que vous garantissez la même haute dispo?» Parce que c'est ça qui les intéressait quand le LHC tourne, ils génèrent des données et ils vont pas arrêter le LHC parce que la base peut plus les prendre. Et là, la réponse, elle est forcément non, parce qu'en fait, sur Oracle, ils avaient toutes les options, du RAG, du DataGuard, du machin, donc un truc super complexe, mais effectivement, il y a une haute dispo incroyable qu'on ne pouvait pas faire sur Postgres. Bah là, tout d'un coup, c'est une réponse parce qu'on a le même niveau de haute dispo, c'est-à-dire qu'un nœud tombe, la plupart des choses continuent à bosser comme normal et quelques-unes vont attendre 2 secondes. Donc ça répond aussi à ce besoin. Mais d'après moi, ça, c'est des applis qui pensent réécrire. C'est-à-dire, c'est des applis legacy qui sont sur Oracle, par exemple, et ils se disent: «Faut qu'on modernise pour diminuer les coûts des licences, le coût de l'infra et pour moderniser aussi, passer sur du microservice et des choses comme ça». Et au passage, tant qu'à faire ce changement, bah, si on n'est pas sûr de la scalabilité sur Postgres ou qu'il y a une complexité derrière, là, ça peut être une solution dessus, oui. Franck, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. Eh ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Retrouvez Franck sur Twitter @francpacho et Yugabyte sur yugabyte.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.